Allez, on tourne. Take one. Et de 5, 5e nuit de la culture giennoise. Déjà, vous vous rendez compte, encore des rencontres avec des personnes passionnées, attachantes pour notre plus grand plaisir et puis pour le vôtre aussi. Merci d'ailleurs pour votre fidélité et votre soutien. On en a besoin, vous le savez. Puisque nous sommes en janvier, eh bien, bonne année à tous, plein de bonnes choses. Allez, assez parlé, sommaire. Quel point commun y a-t-il entre cette affiche et celle-ci? Apparemment aucun, et pourtant il suffit de zoomer sur le côté pour découvrir deux noms. Juinot Bourduge, deux affichistes de renom qui ont plus de 500 affiches à leur actif, dont certaines sont connues dans le monde entier. Nous les avons réunis pour nous raconter leurs souvenirs, et figurez-vous, ils sont de la région. Anne de France, appelée aussi Anne de Beaujeu, a marqué la cité ligérienne. Nous allons suivre Antoine Estienne pour une visite guidée sur les empreintes de la régente du Royaume de France. Trois frangins fondus de rock et même de hard rock. Nous allons faire la connaissance du groupe Vlad Piton et les écouter aussi. Ils sont 4 facteurs, comprenez fabricants de hautbois en France. Nous avons la chance d'en avoir un à Amilly, rencontre avec Pascal Emery, le gérant de la société Fossati, qui nous expliquera comment on crée un hautbois, et nous écouterons Samuel Bucher en jouer. Bienvenue dans la Nuit de la culture giennoise numéro 5. Il n'y a que dans la nuit de la culture giennoise que l'on peut vous proposer un plateau aussi éclectique. Commençons par un duo très attachant d'artistes du monde du cinéma. Ils ont créé à eux deux plus de 500 affiches de films et pas des moindres. À l'heure de la retraite, le premier s'est installé à Briare, a appelé son pote en disant « écoute, viens, c'est sympa ». Le deuxième a débarqué, a trouvé effectivement que c'était plutôt joli et s'est installé à Saint-Firmin-sur-Loire. Aujourd'hui, le deuxième habite toujours Saint-Firmin, le premier est retourné vivre en Normandie. Rencontre avec les deux Guy, Guy Juinot et Guy Bourduge, c'est maintenant. Guy Bourduge, merci de nous accueillir en Normandie. Nous allons, grâce à vous, reformer d'une manière totalement virtuelle un duo d'artistes, un duo qui ne s'est pas vu depuis très très longtemps, qui avait un formidable boulot. Vous n'aimez pas le mot carrière, un formidable boulot, celui d'affichiste. C'est-à-dire que vous avez donné envie à des millions de personnes d'aller voir des films au cinéma. Nous sommes à Domfront. Guy Juinot est à Saint-Firmin et nous allons nous balader dans votre carrière. Je dis votre carrière parce qu'en fait, vous avez toujours fait carrière à deux. Vous êtes rencontrés comment ? On s'est rencontrés il y a bien longtemps. Hein. On était un peu mieux que maintenant. Ça a dû être vers 1948 à peu près. Dans une école, on est allés à l'école ensemble pendant 5 ans. Cette école s'appelait les Arts Graphiques. Une très bonne école d'ailleurs. La preuve, c'est que vous voyez, on en sort des mecs pas trop mal. Hein. et depuis cette école, vous ne vous êtes plus jamais quittés après ? Jamais. Mais il fallait que... On n'a pas travaillé tout de suite ensemble tous les deux, car il fallait vivre. Alors on se voyait tous les week-ends et même en semaine, on allait quand même au cinéma. Beaucoup. On a vu des films grâce à des types comme Truffaut, qui n'avaient pas encore fait de cinéma, mais qui faisait des critiques dans le journal Art, oui. Et on lisait systématiquement ces critiques. C'est-à-dire que Truffaut vous a donné envie d'aller au cinéma et plus tard, on le verra, hein, on en discutera, vous avez travaillé pour lui. Et on ne savait pas qu'on allait se retrouver face à face avec lui, travailler pour lui, pas facile. Hein. Une fois que vous avez trouvé l'idée de vous associer et de faire notamment du graphisme, ça s'appelle comme ça, vous avez commencé par quoi ? On était un peu des petits fans d'Aznavour à l'époque. Et on s'est dit, si on faisait une affiche pour Aznavour, et on va essayer de lui vendre. Alors on a fait chacun de son côté d'ailleurs, un projet d'affiche. Pour nous c'était une affiche. Hein. Bon, ça s'est terminé en pochette de disque. Oui, mais au départ c'était l'affiche. Et on est allé au culot, on est allé le voir. Il nous a reçus très gentiment et il a aimé ce qu'on avait fait. Et il nous a pistonné dans sa maison de disques.
et de sa maison de disques. On a connu Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Roger Pierre Vous avez fait des pochettes pour eux aussi. pour eux, et une affiche, on a fait des affiches. C'est-à-dire, c'est quand on était aux artistes associés, on travaillait pour l'extérieur. Un monsieur qui vient de mourir justement, c'est Bernard de Fallois, qui nous a bien fait travailler pour le livre de poche. Parce qu'on ne faisait pas que du cinéma. Mais là, déjà, dans notre tête, le cinéma, ça nous cramponnait. Et puis, on ne savait pas comment faire pour faire une affiche de cinéma. Qui allait voir? On ne savait pas qu'il y avait des agences de pub. On n'était pas du tout dans le coup. Hein. Oui. La preuve, c'est que la première fois qu'on a voulu, on va aller chez Pathé. C'était du côté de l'Étoile. Et on est arrivé là. Il y avait tout un studio avec des dessinateurs, des dessinatrices. Il y avait même des belles petites nanettes. Il y avait tout ce qu'il fallait. Formidable. Et ils nous ont fait faire un essai tout de suite. Et on a fait un essai sur un film. Ça, celui-là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous, Le Triporteur. Avec Darry Cole. Avec Darry Cole. On a fait des projets pour Le Triporteur. C'était donc votre première affiche? Non, mais attends. Le projet. Le projet. On vous a testé là-dessus? Ça a été refusé. Ah, d'accord. Donc, mais on ne s'est pas découragé. Après, on est allé chez Gaumont. Mhm. Et chez Gaumont, on est tombé sur un type. C'était le chef de publicité de la Gaumont. Et il nous a fait faire un premier projet pour Nathalie, avec Martine Carole, film de Christian Jacques. Ça a été notre toute première affiche de cinéma introuvable. Mais pour former un duo comme vous l'avez formé, vous aviez chacun une spécificité? Non. On faisait de l'humour, ou du collage, ou du montage, ou un dessin. On voulait tout faire. Et on ne savait pas tout faire, bien sûr. Mais on n'avait pas une préférence pour un style. On n'avait pas de style, d'ailleurs. Mm-hmm. Ça a été un peu notre avantage, en fait. C'est que sans avoir de style, on pouvait faire beaucoup plus de choses. Vous étiez moins reconnaissable? Voilà. Puis après, c'est devenu le duo. Vous savez combien exactement vous avez fait d'affiches de films? Non. Ça se compte en centaines. Plusieurs centaines. Ah oui. Je sais pas combien. Beaucoup. Je sais pas. Il y a eu aussi la grande période des artistes associés. Ah là, alors là, vous étiez les nababs, là-bas, j'ai l'impression. C'était notre heure de gloire. J'ai l'impression. C'était drôle, on était les enfants gâtés. Ouais. On avait besoin d'argent, on descendait à la caisse. On était bien avec Jean Dagbord, qui était le patron des artistes associés à cette époque-là. Tous les midis, vers midi, il nous appelait parce que lui, il était au premier, nous au deuxième. Il nous téléphonait, il disait « Vous descendez pour prendre un apéritif ». C'était une belle époque. Quand on regarde vos affiches, je vais citer quelques-uns des films. Ça va forcément interpeller les gens qui nous regardent. Les Tontons Flingueurs, Un Singe en hiver, Fellini Roma. On va en parler de cette affiche parce qu'elle a une histoire. Barry Lyndon, Les Sentiers de la Gloire, ça c'est du Kubrick. Il y a eu Rocky aussi. Le vieux fusil de Robert Enrico, superbe affiche. Le Tatoué, Le Grand Restaurant, vous avez fait du De Funès. Les Gendarmes aussi, je crois que vous avez fait un des Gendarmes. C'est très très diversifié tout ça. Non mais c'était l'avantage qu'on avait, c'était de pouvoir faire un truc comique, même avec un petit dessin, ou alors faire un truc pour Kubrick dramatique, ou le vieux fusil, ou... Pas que le vieux fusil, c'est pas une bonne affiche, elle est pas bonne. Je l'aime pas. Elle ne vous plaît pas? Ah non. Non. Ouais, ça serait maintenant, je ferais autre chose. J'ai revu le film plus tard. La dernière image, la fin, c'est merveilleux. On les voit tous les deux sur des vélos. Ils traversent une allée forestière avec la gamine et puis le chien qui court. C'est le générique de début aussi d'ailleurs. Et la musique. Oui, de François de Roubaix. De Roubaix, voilà. Bien, bravo. Vous aurez dit ça. Merci beaucoup. Non, elle n'est pas terrible. C'est pour ça qu'une affiche, les gens ne se rendent pas compte, c'est du boulot. Bien sûr, bien sûr. On a parlé tout à l'heure de Fellini Roma, et avec cette affiche emblématique de la femme louve. Oui.
Travailler avec Fellini, ça devait pas être facile. C'était pas facile, on n'avait jamais travaillé avec Fellini. Mais sur ce projet-là, On n'a pas travaillé avec lui. pas du tout. Il n'a pas eu un regard sur cette affiche. Si, Ah, mais avant qu'elle soit terminée. Mais le projet, il a été fait avant qu'on voit Fellini. Et c'est là qu'on nous a envoyé à Rome rencontrer Federico Fellini. Et on a fait un déjeuner avec sa femme, qui était charmante, adorable, petite bonne femme, très gentille. Et quand on avait fait une maquette dessinée comme ça, parce que notre idée c'était de faire une photo. On y tenait absolument. Ça a été quand même très agréable comme travail, parce que la fille, c'est nous qui l'avons maquillée avec des cotons et du fond de teint bronze. d'accord. Oui, Et C'est fou. jusqu'à l'arrêt des faits, ça, pas tout. tout le personnel des artistes défilaient pour voir. Vous pouvez donner le nom de cette Elle personne s'appelle Katia Tchenko. Katia Tchenko. C'est devenu une comédienne. Bien sûr. À l'époque, elle était apprentie comédienne. Je crois qu'elle ne faisait pas grand-chose. Donc, parce que plus tard, elle aurait peut-être pas voulu. C'est ça. aussi. C'était bien. Au Non, début, mais ça elle- passait. En plus, vous lui avez mis une perruque parce qu'elle est blonde. Oui. Enfin voilà. Ah bah d'ailleurs, mais attendez, mais elle était très contente. Elle dit oui, je veux pas qu'on me reconnaisse. Guy, est-ce qu'il y a une affiche qui a été plus rapide à réaliser que les autres? Oui, souvent, il y a des affiches qui paraissent parfois très simples et qui ont été longues, mais pas par notre faute. Cette affiche-là, ça s'est fait en un jet, ça a été approuvé et par la France et par les États-Unis, tout de suite. Ça, c'était l'affiche pour le marché américain. Mais pour le marché américain. Le film de Truffaut, La sirène du Mississippi. Parce que, alors pourquoi? Je crois que c'est les Américains qui n'aimaient pas la première affiche française. Ça nous a arrangé, elle n'était pas de nous. Alors on était tout contents. Je sais pas, New York, par exemple, elle était facile, elle était compliquée. Non, là, celle-là, j'ai un bon souvenir à vous raconter sur celle-là. Elle a été acceptée assez facilement, sauf la photo de Niro. Parce que c'est Guy Jouinot qui l'a faite, celle-là. En plus, oui. C'est lui. Il l'a entièrement créée, Oui, celle-ci. oui, c'est lui. Et pourquoi De Niro n'était pas content Non, de parce ce- qu'il avait mis une autre photo que celle-là. Il avait mis De Niro en train de fumer un pétard. Alors évidemment que ça a été refusé tout de suite. Oui, bien sûr. Ouais, c'est immoral. Mais c'était drôle, c'était trop drôle quoi. Est-ce que vous avez une affiche préférée dans toutes celles que vous avez faites? Moi je vous dis ma préférée, parce que j'en ai plusieurs que j'aime bien. Finalement la finalité a été bonne. Fellini Roma, c'est un grand souvenir d'affiche. Mais il y en a d'autres. Les Kubrick, je les aime bien. Oui. Ça s'est bien passé. En plus, contrairement à ce qu'on m'avait dit avant que ça se fasse, tu vas aller chez Kubrick, mais fais gaffe. Il n'est pas facile. Il est chiant, il a été charmant. Il y en a une avec des bottes qui écrasent une fleur. Celle-là, elle est belle. Et les yeux vibreux. Ah, d'accord. Manque le mot. Et puis arriva le jour du 4 mars 1990. Et c'était la 15e nuit des Césars. Et Nicole Garcia vous remet le César de la plus belle affiche. Quand je dis vous remet, à vous et à Guy Jouinot. Le César est attribué à Jouinot Bourduge et Gilles Jouin pour l'affiche de Cinéma Paradiso. On est deux. C'est moi qui fais le plus de travail, c'est encore moi qui parle. Oui, Gilles. Mais il est grand, mais il n'a pas fait grand-chose. C'est Gilles Jouin, notre illustrateur. On vous remercie pour ce César, parce que ça fait 30 ans qu'on fait des affiches de cinéma. Il était temps que ça arrive. Merci. Et votre réaction est très très curieuse. Quelle réaction. Moi j'étais tout content, Guy ça le faisait chier. Oui. Il n'y a que vous qui parlez, d'ailleurs. Ah ben non, mais de toute façon, c'est rituel avec Guy, c'est depuis le début. C'est toujours moi qui ai jacté. Parce que moi je suis baratineur, et puis très cabot. Donc lui, il n'aime pas parler. Alors le soir des Césars, évidemment, on est montés ensemble tous les deux.
tous les trois, vous étiez Les trois. trois, non, mais pas tout de suite, l'autre il est arrivé après. Il n'a pas compris non plus. Il m'est arrivé dans Comment- le dos. Alors là, je n'étais pas content. Incroyable, Je cette scène l'attendais est pas. incroyable. L'illustrateur qui a fait le dessin, qui en fait, il a fait que dessiner la photo. Hein, c'est tout ce qu'on C'est ça, en a dit. fait, vous aviez fait une maquette avec une photo. Nous, on était les auteurs de Voilà. l'affiche. Et Gilles Join, lui, a redessiné Il a l'affiche. redessiné la photo. Ça, c'est la maquette donc. Et ça, c'est vous qui l'avez créé, Guy Junot. Là, c'est moi. C'est pas... Enfin, c'est une affiche, quoi. Et alors, c'est marqué Cinéma Paradis. C'était pas... Voilà. Parce que ça devait s'appeler comme ça, en fait. Probablement, et puis il y a eu un changement. Ce fut on a le César là sur la table. Ça a été la dernière fois qu'on a remis un César pour les affiches de films. Et c'était pour votre affiche Cinéma Paradiso. C'est nous. On a clôturé la chose. C'est quand même sympa. Depuis le temps que je vous écoute tous les deux, Guy Junot un peu moins parce qu'il est moins bavard que Oui, vous. on l'entend pas trop. Mais j'ai l'impression que réveille-toi, Guy. j'ai pas dit. J'ai l'impression que c'était presque une vie rêvée, une vie professionnelle rêvée. Oh, oui, non, parce que c'est... Non, moi, vous allez me faire dire plein de trucs, mais... J'ai pas envie de pleurer, mais c'est quand même formidable de deux petits mecs. Moi, je regrette qu'une chose, c'est que mes parents n'aient pas vu ça, quoi. Mhm. C'est mon père qui voulait que je fasse du dessin. Il est mort à 52 ans, le pauvre. Donc c'est lui qui m'a emmené à l'école de dessin, qui m'a inscrit, qui m'a dit « Tu vas voir, tu vas faire du dessin ». Ma mère était affolée, elle dit « Mais qu'est-ce que c'est du dessin? Il va pas vivre avec ça ». Et puis, quand je vois ce qu'on a fait, je regrette qu'une chose, c'est pas... Qu'il ne l'ait pas vu. Ils n'ont rien vu, quoi. Profitez-en, si vous aviez une question à poser à Guy Junot, allez-y. Bah Guy, j'espère que tes oreilles, ça va mieux. Je sais que c'est foutu, mais qu'est-ce que tu veux, moi? Toi, c'est les oreilles, moi, c'est les jambes. Moi, je peux plus arquer. Je t'embrasse. On fait tous radio. Salut. La dernière affiche de cinéma du duo sera celle du film La Balade des éléphants en 2006. Et puis sachez, messieurs, que vous êtes cités dans le livre Le cinéma s'affiche. Dans le chapitre Stanley Kubrick, à la une, votre affiche, Barry Lyndon. Et vous êtes cités ici. Chapeau bas les artistes. Lors de la dernière émission, la page historique était consacrée à Anne de France, appelée aussi Anne de Beaujeu. Avec Antoine Estienne, feuilletons de nouveaux chapitres de son histoire. Visite guidée, histoire du Pont de Gien, par exemple, des remparts de la ville, mais aussi du quartier de la Barre, que vous ne connaissez peut-être pas, du couvent des Minimes ou de celui de Sainte-Claire. Mais quel programme, Antoine! Construit à partir du milieu du XIIIe siècle, entre 1242 et 1246, sous la commande du roi Louis IX, le pont de Gien a pourtant souvent été attribué à tort à Anne de France. Alors comment cela se fait-il? C'est finalement assez simple. L'ouvrage d'art qu'est le pont de Gien est très exposé, évidemment. Lors des grandes crues, parfois des arches sont emportées. Lors des embâcles également, lorsque la Loire gèle, il ne faut pas oublier que dans les années 1500, nous sommes encore dans ce que l'on a appelé le petit âge glaciaire. Autrement dit, une période où les hivers sont particulièrement rudes. Eh bien, des glaces se forment très souvent sur la rivière, sur le fleuve, qui vont s'accumuler en amont du pont. Et le poids, la pression de ces glaces sur le pont va parfois entraîner la chute d'une ou de plusieurs arches. Et il est assez probable que dans la deuxième partie de sa vie, dans les années 1500, Anne de France
ait été amené à financer la restauration de ce pont, endommagé sans doute par des épisodes de ce type. C'est comme ça qu'à force, la Vox Populi a fini par attribuer la construction même de l'édifice à la duchesse de Bourbon. Nous sommes maintenant dans le jardin des Boulards, en surplomb de la ville de Gien, une ville qui à l'époque médiévale est entièrement ceinte de murs, des murs qui vont enserrer de nouveaux quartiers au fur et à mesure que la ville grandit. Et au XIVe siècle, c'est autour du quartier Saint-Louis, le quartier qu'on appelle le quartier de la Barre à l'époque médiévale, d'être enclos de murs. Alors ces murs du XIVe siècle sont ici à Gien les derniers à avoir survécu, au moins en partie. Vous en voyez les vestiges à côté de moi, ici, notamment les vestiges d'une tour de flanquement, puisque ces murs étaient accostés de tours de flanquement à intervalles réguliers. Donc ici, les vestiges de ces tours, de cette tour en l'occurrence, sont bien visibles. Ce sont ces arrachements énormes, avec ici les vestiges des archères qui, au rez-de-chaussée de cette tour, permettaient de contrôler la surface même des murs, c'est-à-dire de tirer sur d'éventuels assaillants s'approchant trop des murs de la ville. En contrebas de ces remparts du XIVe siècle, s'étend donc le quartier de la Barre. Un quartier qui, comme une grande partie de la ville de Gien, va connaître une profonde reconstruction au cours du XVe siècle. Effectivement, la ville de Gien connaît de nombreuses destructions durant la guerre de 100 ans, destructions dues bien sûr à des attaques ennemies, bourguignonnes ou anglaises, destructions aussi sans doute dues à des incendies comme dans beaucoup de villes médiévales. C'est ainsi que le quartier de la Barre va être presque entièrement reconstruit et qu'on y trouve encore aujourd'hui un bâti ancien, puisqu'en 1940, les bombardements de l'armée allemande vont en grande partie épargner ce petit quartier. Alors, à côté de moi se trouvent quelques exemples de ces constructions de la fin du Moyen-Âge, ici, du XVe siècle, la charnière entre le XVe et le XVIe siècle. Ce quartier de la Barre va être investi, comme d'autres parties de la ville de Gien également, par l'aristocratie. C'est ainsi que l'un des bâtiments de ce quartier présente sur sa façade deux blasons, ici, deux blasons qui sont sans doute des blasons d'alliance, qui témoignent donc de la présence d'un couple marié, ici, couple d'aristocrates donc, et qui vraisemblablement sont les blasons de famille bourbonnaise. On trouve notamment un blason aux trois roses, ici, blason qui appartient donc vraisemblablement à la famille Alarose, qui est une très grande famille du Bourbonnais, ce qui semble marquer la présence d'aristocrates bourbonnais ici à Gien. Effectivement, la datation du bâtiment correspond à la charnière du XVe et du XVIe siècle, une période où Anne de France est déjà duchesse de Bourbon. Et on trouve des petites facéties sur cette façade qui sont à la fois inspirées de modèles renaissants et de modèles médiévaux. C'est le cas si vous regardez à l'extrémité de la moulure qui fait la jonction entre le rez-de-chaussée et le premier étage. À l'extrémité gauche se trouve un masque d'un petit personnage un peu grimaçant avec des oreilles en pointe. Là nous sommes dans en quelque sorte le bestiaire médiéval, dans l'imagerie médiévale, tandis qu'à l'autre extrémité se trouve une figure de petit dragon qui est très abîmée. Il est difficile de dire exactement ce qu'elle était au départ, mais qui elle relève complètement de l'imagerie Renaissance. Merci Antoine, on te retrouve tout à l'heure pour la suite de la visite. Alors là, on va changer totalement d'univers. Trois frangins, artistes, musiciens, chanteurs de rock, même de hard rock. Bon, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. On va d'abord écouter l'un de leurs titres, Wild Child, avant de les retrouver. C'est puissant, si vous avez les oreilles qui saignent, c'est normal. Voici les Vlad Piton. Solitude
emerge from this beauty tonight. Don't want to stay. Oh girl, you're a wild child. Shake my mind, light up my breath. Oh girl, you're a wild child. Oh girl, I am what you want. Vlad Piton Group. Messieurs, installez-vous. Hop, bonsoir. Bonsoir, bravo. Merci. On va parler avec Vlad Piton. Vous êtes le leader du groupe. Vous allez nous présenter les personnes qui vous accompagnent. Oui, tout à fait. Et qui viennent de jouer sur Wild Child, voilà, qui était un morceau d'un CD que nous avions sorti en 2015, donc un CD 4 titres. Le voici. Voilà. Donc exceptionnellement, donc nous accompagnait à la basse pour ce live Stéphane, bienvenue, mon frère. Et donc à la batterie, donc Maxime, pareil, mon deuxième frère, qui était avec moi sur l'enregistrement de ce CD 4 titres. Les trois frangins regroupés pour nous voilà, aujourd'hui. Exceptionnellement, exclusivement pour vous. Votre carrière musicale, elle a commencé quand exactement? Alors moi j'ai commencé exactement la guitare à mes 18 ans. J'ai pris, donc j'ai fait quelques cours à distance avec à l'époque les magazines Guitar Part. Nous avons formé le premier groupe qui s'appelait Sigma Six en 2003, donc avec Stéphane. Et donc nous avons fait quelques concerts de 2003 à 2005. On a joué pas mal dans le Loiret. Comme on n'avait pas de batteur à l'époque, on avait fait quelques sets en acoustique et après nous avons eu un batteur et nous avons pu tourner un petit peu donc dans le Loiret. On a été jusqu'à Orléans, Sully-sur-Loire par exemple. Vous avez eu plusieurs groupes alors? Oui, tout à fait. Donc le premier groupe, donc avec Steu qui était à la basse. Donc on a tourné en 2000. Steu, c'est Stéphane, le bassiste. Il faut comprendre voilà, votre langage. Stéphane, voilà. Et donc voilà, on a tourné jusqu'en 2005. Après, j'ai formé un autre groupe qui s'appelait Iridium, environ de 2005 à 2010. J'ai un CD là, voilà, une démo, c'était un CD démo ça. C'était une démo que nous avions enregistrée sur Dampierre en Burly, une démo 6 titres qui nous a permis de tourner un petit peu partout dans le Loiret, Gien, Châtillon-sur-Loire, Sully, Orléans par exemple. Les gens vous ont découvert avec ce CD là. Voilà, tout à fait. Et donc après, à la fin de ce groupe qui s'est arrêté puisque chacun est parti, entre guillemets, évoluer dans la vie, les enfants, le travail ou autre. Donc j'ai reformé un autre projet, Vlad Piton Group. Donc là, cette fois-ci, c'est Maxime qui m'a rattrapé donc en tant que batteur. Nous étions avec une troisième personne à la basse et donc nous avons tourné environ de 2015 à 2018 à peu près. Et donc là, on a pu sortir cet EP, donc d'où est extrait le morceau que nous avons joué tout à l'heure. Vous me disiez que chacun avait un métier. C'est-à-dire que la musique, vous n'en faites pas votre métier principal? Non, voilà, tout à fait. Donc moi, je travaille dans le commerce. Donc Maxime est dans le bâtiment et Stéphane travaille dans les associations animalières. D'accord. Mais voilà, moi, à côté de ma vie de musicien, le week-end, voilà, j'ai vraiment un métier dans le commerce aussi qui me permet justement de vivre et puis de pouvoir acheter du matériel. L'intermittence ne vous convient pas? Alors, quand j'étais plus jeune, effectivement, j'aurais souhaité passer semi-professionnel, statut d'intermittent. Effectivement, c'est vrai qu'à l'époque, nous n'avions pas donc les contacts ni les moyens pour pouvoir progresser. On était relativement jeunes, on manquait d'expérience, ce qui fait qu'on n'a pas pu accrocher les bons wagons. Au jour d'aujourd'hui, je dirais, c'est peut-être pas plus mal quand je vois certains collègues justement qui travaillent dans la musique ou différents postes culturels. Avec le Covid, tout ce qui s'est passé, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, des concerts d'annulés. Ça ralentit beaucoup de choses, oui. Voilà, donc effectivement, c'est vrai que j'ai l'avantage d'avoir un travail à côté, ce qui fait que je ne suis pas obligé de sortir ou produire de la musique pour pouvoir vivre. Ça peut être un avantage. Pour jouer sereinement, j'allais dire. Voilà, on peut voir ça comme ça. Ça me permet d'écrire à mon rythme, de pouvoir faire vraiment ce que je veux quand j'ai le temps, quand j'ai l'envie, les projets qui arrivent. Et c'est vrai que je ne suis pas obligé d'écrire par obligation, justement. Donc c'est vrai que c'est un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir. Et vous n'avez pas un rendement, j'allais dire presque un rendement à faire, sortir une chanson tous les 6 mois ou des choses comme ça? Là, j'ai un prochain EP, donc un EP, c'est un CD 4 titres, 4 ou 5 titres. Alors c'est
plus long qu'un single, mais c'est moins long qu'un album. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc là, pour ce prochain CD 4 titres, donc, qui est prévu 2023, donc, je me suis entouré d'une personne qui a un studio sur Blois, et donc je compte sortir, enfin j'espère sortir les morceaux peut-être tous les 2 ou 3 mois sur ma page YouTube, donc Vlad Piton officiel, et sur mon Facebook, et après continuer à travailler par EP, principalement, plutôt que de faire des albums complets comme maintenant les gens consomment plus, si je peux utiliser le terme, c'est de la consommation de la musique, bien sûr. J'aime pas trop de plus en plus, malheureusement, voilà. mais c'est ça. Donc voilà, comme les gens consomment la musique vraiment au jour le jour, au coup par coup, voilà, je préfère sortir morceau par morceau, et donc là j'ai 4 morceaux en cours d'enregistrement pour 2023. Puis vous pourrez comme ça les étaler sur un Exactement. an, voire 2 ans. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Vous écrivez votre musique, c'est vous qui écrivez texte, musique, vous partagez le travail, comment ça se passe? Alors ça dépend les projets. Là sur le projet à venir en 2023, donc j'ai tout écrit. C'est des anciens morceaux qui étaient déjà sur scène, mais c'est des morceaux que j'avais composés musique et chant, sauf un morceau de ce CD 4 qui s'appellera Libérez-vous, qui était donc sur la première démo de 2008. Bien sûr. Voilà, que je vais restructurer, qui avait été écrit à l'époque avec le batteur et tous les membres du groupe. Que vous allez réarranger et réinterpréter. Voilà, exactement, avec l'évolution, un peu plus de technique, plus de moyens. Et puis sur le morceau que vous avez entendu tout à l'heure, Wild Child, donc là c'était un travail de groupe et chacun a écrit ses parties basses, batterie, et on a tous participé pour l'enregistrement. Vous, c'est le rock, uniquement? Alors, moi je suis basé sur le hard rock. Le groupe qui m'a mis dans le rock metal, c'est vraiment Scorpion. Je suis très influencé par leur riff saccagé. Donc le riff, c'est le petit, comment on pourrait décrire, le petit rythme du morceau, on va dire. D'accord, ouais. C'est bien de l'expliquer. Voilà, je suis vraiment très influencé Scorpion. Après, j'ai évolué plus vers le métal, Metallica, Megadeth, mais j'ai aussi des influences rock français comme 16, Noir Désir, ou du blues. Enfin, vraiment, j'essaie de piocher un petit peu partout. Et qu'est-ce qui vous inspire alors? Pour l'instant, je dirais en ce moment, c'est l'actualité, ça dépend des périodes, mais là, c'est l'actualité principalement. Ouais. On a entendu un premier titre chanté en anglais. Vous chantez uniquement en anglais? Non, il y a des titres en français, certains en anglais, ça dépend en fait le sujet. J'ai tendance, pour les paroles assez intéressantes, entre guillemets, je dirais vraiment qui abordent des sujets très très intéressants, les faire en français pour que les gens puissent comprendre. Et puis des paroles un peu plus gentillettes ou autres, un petit peu à la CDC, on va dire des paroles en dessous de la ceinture. Bon, qui n'ont pas forcément vocation à être très intelligentes. Là, on peut les faire en anglais, c'est vrai que ça passe plus sur des morceaux plus rentre dedans, on va dire. La musicalité des mots n'est pas la même. Voilà, exactement. Et quand vous chantez en anglais, vous chantez avec votre petit French accent. J'y travaille. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Donc, l'EP, vous m'avez dit qu'il y aurait combien de titres dessus sur le prochain? L'EP aura 4 titres, dont certains ont déjà été interprétés en live, donc sont déjà sur la page YouTube. Ils ont déjà été testés. Voilà, ils ont déjà été testés, filmés. Donc l'EP s'appellera Lost My Soul, qui est une balade, on va dire, un peu plus brutale. Et donc c'est 4 titres, voilà, que je suis en train de retravailler. Et sur les prochains, après, je pense vraiment travailler sur des morceaux que je suis en train d'écrire en ce moment. Ça sera vraiment plus du matériel récent. Mais pour l'instant, voilà, c'est uniquement du studio, sachant que j'ai un projet de groupe parallèle en tant que bassiste, où là, on va essayer de travailler plus la scène sur 2023-2024. Encore un autre groupe? Voilà, exactement. Vous n'êtes pas facile à suivre. Donc vous êtes d'accord sinon pour jouer, le rejoindre? Bon. Vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on vous écoute pour un deuxième titre? Eh bien, je vous dis, j'espère à bientôt sur ma page internet pour suivre l'actualité. N'hésitez pas. Alors, page internet, dites. Alors, Vlad Piton officiel pour le YouTube. Et sinon, j'ai ma page Vlad Piton sur Facebook, puis après les réseaux sociaux standards. Et voilà, je vais mettre au fur et à mesure les morceaux et puis des petites vidéos au studio. Pour que les gens puissent suivre et puis voir un peu ce que ça va donner. On va rajouter tout ça à l'écran, comme ça les gens auront le temps de noter. Ça marche, pas de souci. Je vous laisse. Vous avez quelque chose à rajouter, messieurs? Parce que vous avez été très silencieux. Tout est dit. Tout a été dit. C'est pas souvent qu'ils sont calmes. Vous êtes d'accord avec lui? Ouais, carrément. Bon, je vais vous laisser rejoindre la scène improvisée dans cette friche industrielle, choisie spécialement pour vous. Bien, merci. Et puis on va vous écouter donc avec un autre titre. C'est, je sais pas, moi j'aimerais bien Want You Bad. Par exemple, on y va? C'est parti. Merci messieurs, je vous laisse rejoindre la scène, vos instruments et puis donc toutes les infos s'inscrivent sur vos écrans. Vlad Piton, on les retrouve donc maintenant. On n'est pas très nombreux sur le plateau, mais on va les applaudir quand même très fort pour ce nouveau deuxième titre. Vlad Piton Group. Oh baby, you on fire. Oh baby, you're so hot. Oh baby.
baby, you so excited. Oh baby, I want you this night. Oh baby, for this first night, you want to give me satisfaction. Don't be afraid, and don't change tonight. Don't come back, 'cause I want you bad, bad. I want you bad, bad. 'Cause I want you bad, 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 bad. 'Cause I want you bad, bad. I want you bad, bad. 'Cause I want you bad, 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 bad. Oh baby, you hardest to kill. Oh baby, you looking for a thrill. Oh baby, tease me and please me. Tonight you love me just a deal. Oh baby, you're so relation. Oh I love that, I love your body. Tomorrow we'll be dead. We'll be happy this night. 'Cause I want you bad, bad. I want you bad, bad. 'Cause I want you bad, 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 bad. 'Cause I want you bad, bad. I want you bad, bad. 'Cause I want you bad, 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 bad. Want You Bad, Vlad Piton. Belle rencontre. Sans aucune transition, comme disent les journalistes à la télévision, voici le retour d'Antoine Estienne pour le deuxième volet Anne de Beaujeu et son empreinte sur la ville de Gien. En 1493, le couple princier Anne et Pierre de Beaujeu a le bonheur d'accueillir une naissance, la petite Suzanne, une petite fille, une naissance qui est un petit peu inattendue, qui est un petit peu inespérée, puisque depuis 1476, le couple n'a pas réussi à obtenir d'enfant. En 1476, ils avaient eu un petit garçon, le petit Charles, mais qui malheureusement n'avait pas vécu. Alors en désespoir de cause, ils avaient fait un vœu. Ils avaient fait le vœu, s'ils obtenaient un enfant, quel que soit son sexe, de fonder un monastère de minimes. Les minimes, c'est un ordre nouveau qui a été fondé par saint François de Paule, un religieux italien, très cher au cœur du défunt roi Louis XI, qu'il avait fait d'ailleurs venir en France. Saint François de Paule a passé 25 ans de sa vie à la cour de France. Un ordre mendiant, en l'occurrence, cet ordre de minimes, un ordre qui ne vit que de la charité. Et donc en 1494, après la naissance de Suzanne, eh bien, le couple princier décide de fonder ce monastère de minimes. Alors bien entendu, pas dans la ville même de Gien, pas dans les remparts, pas à l'intérieur des remparts de Gien, parce qu'on n'a pas la place dans la petite ville de Gien d'établir un monastère aussi important. Donc on va l'établir dans les faubourgs, ce monastère, de grands bâtiments, auxquels on adjoint d'ailleurs l'ancienne léproserie de Gien. La petite chapelle Saint-Lazare en est le dernier vestige aujourd'hui. Elle faisait partie, de fait, de ce monastère de minimes, donc on la trouve encore derrière la faïencerie aujourd'hui. Et finalement, c'est d'ailleurs dans ce monastère des minimes et autour de son église Sainte-Hélène que va s'établir au XIXe siècle cette faïencerie de Gien, qu'elle va trouver l'écrin idéal. En
en 1497, le couple princier fait une nouvelle fondation monastique dans sa ville de Gien, en l'occurrence un monastère de Sainte-Claire, de Clarisse. Sainte-Claire, c'était à l'origine une disciple de saint François d'Assise au XIIIe siècle, qui avait fondé l'équivalent des franciscains pour les filles, un ordre très sévère en l'occurrence, un monastère très dépouillé, qui est donc fondé ici à Gien en bordure de la ville médiévale, juste au pied des remparts. Or, dans la règle des Sainte-Claire, il est absolument obligatoire que le monastère soit fondé à l'intérieur d'une ville fortifiée, pour la protection des sœurs. Anne de France obtient une dérogation. Le temps de la construction, le monastère sera sans protection, mais juste après, on va l'enserrer dans les murs de la ville qui seront étendus spécialement pour ça, sur le quartier dans lequel se trouve établi donc le monastère en question. Cette fondation, en 1497, est probablement liée, là aussi, à une grossesse d'Anne de France, la dernière grossesse d'Anne de France. Effectivement, on sait que cette année-là, Anne de France attend un heureux événement. Il se trouve que ce sera un petit garçon qui naîtra de cette grossesse, mais qui malheureusement ne vivra pas. En tout cas, c'est probablement dans le cadre de cette grossesse qu'Anne de France avait fait le vœu de fonder un monastère de Sainte-Claire, ce qu'elle va faire à partir de 1497-1498, ici, en bordure de la ville médiévale de Gien. Alors ce monastère, il va avoir une longue vie, bien entendu, comme le monastère des Minimes, il va vivre jusqu'à la Révolution, et puis passé la Révolution, les sœurs ayant été chassées, eh bien les bâtiments vont être reconvertis pour devenir d'abord le premier hôpital de Gien, et finalement, en 1911-1912, cet hôpital est déplacé, les bâtiments sont rasés, le monastère disparaît intégralement, y compris son cloître et sa chapelle Sainte-Claire, pour faire place à l'école supérieure de jeunes filles, dont les bâtiments sont toujours existants aujourd'hui, l'école supérieure de jeunes filles qui va laisser la place en tant que telle, finalement à l'espace culturel au début des années 2000, dans les mêmes murs, ici, derrière moi. Louise de Savoie est une nièce de Pierre de Beaujeu. Elle est donc plus légitime que le connétable de Bourbon, que l'époux veuf de Suzanne de Bourbon, pour hériter de ce duché de Bourbonnais. Anne de France, dans les dernières années de sa vie, va tout faire pour sécuriser cet héritage, pour le transmettre à son gendre. Mais Louise de Savoie, après la mort de Suzanne, est bien décidée à faire main basse sur le patrimoine de sa famille. Et de fait, elle va ouvrir un procès au connétable en 1521, un procès devant le Parlement de Paris. Procès dont l'issue ne fait guère de doute. Anne et son gendre vont se battre pour le gagner. Malgré tout, le Parlement de Paris est acquis, évidemment, à la mère du roi. Finalement, Anne de France va tout faire pour transmettre son propre patrimoine à son gendre, pour sécuriser cette transmission. Elle multiplie les actes notariés, elle lui fait don directement de ce qui lui appartient en propre, notamment ce château de Gien, cette seigneurie, ce comté de Gien qu'elle possède depuis 1481. Et finalement, dans les derniers jours de sa vie, en désespoir de cause, elle va avoir quelques longs entretiens avec le connétable et va lui conseiller, puisque le roi a épousé le parti de Louise de Savoie, d'aller rejoindre l'ennemi juré de François Ier, l'empereur germanique, à savoir Charles Quint. Il se trouve que le Bourbonnais est partagé entre deux suzerains, pour l'essentiel le roi de France, mais pour une petite partie, le Beaujolais est sous la main de l'empereur. De fait, eh bien, le connétable peut aussi compter sur le soutien de son deuxième suzerain, à savoir donc l'empereur germanique. Elle lui donne ce conseil donc dans les derniers jours de sa vie, et finalement elle s'éteint le 14 novembre 1522 dans son château de Chantelle qu'elle adorait, au bord de la Bouble, à quelques distances de Moulins, sans avoir connu véritablement la fin de l'histoire. Que va-t-il advenir après sa mort de ce duché de Bourbon? Le connétable parviendra-t-il à remporter son procès face à Louise de Savoie, ou devra-t-il, en désespoir de cause, rejoindre l'empereur Charles Quint? À l'époque, nul ne le sait. Et ça, c'est une autre histoire. J'espère que nous retrouverons Antoine Estienne lors de la prochaine émission parce que c'est toujours passionnant. À propos de prochaine émission, j'aimerais maintenant vous parler de ce que nous allons mettre en place pour pérenniser cette émission. On appelle ça le financement participatif. C'est-à-dire que vous,
spectateurs, vous allez pouvoir nous aider à financer la prochaine Nuit de la Culture giennoise. Pour ce faire, vous allez vous rendre sur la plateforme Tipeee, tipeee.com. Le lien vous sera communiqué d'ailleurs très rapidement. Alors comment ça marche ? L'association Toquet de Culture qui réalise cette émission décide d'une somme à réunir, pour l'émission 6 par exemple. Si la somme est atteinte, bravo, vous avez participé au financement de l'émission La Nuit de la Culture numéro 6. Si la somme n'est pas atteinte, eh bien vous serez remboursé et puis nous, on sera bien embêtés. Sachez que votre contribution commence à partir de 2 €, mais vous pouvez mettre bien sûr beaucoup plus. Et puis nous, en contrepartie, on vous invitera sur le tournage d'une émission, vous pourrez être figurant aussi, faire des caméos comme le faisait Alfred Hitchcock, vous voyez, passer dans le champ par exemple. Vous pourrez aussi recevoir des goodies. On a prévu plein de choses pour ça. Si vous êtes une entreprise, vous pouvez aussi nous aider en devenant partenaire. Vous les voyez au début et à la fin de l'émission. Et vous participerez ainsi à l'essor de la culture locale et régionale. Merci beaucoup. Je vous propose de regarder 47 secondes d'un petit film qui va tout vous expliquer. Tipeee a pour objectif de généraliser l'usage du tip, le pourboire, sur Internet. Le principe est simple. De la même manière que vous pourriez donner 1 ou 2 € à un musicien que vous appréciez dans un restaurant, vous pouvez tiper un créateur que vous aimez pour le soutenir dans son travail. Ainsi, le créateur peut continuer à créer dans de bonnes conditions, voire même vivre de sa passion. Grâce à Tipeee, vous soutenez concrètement les créateurs qui le méritent. Vous favorisez les contenus de qualité en valorisant les créations pour ce qu'elles sont, et pas uniquement pour l'audience qu'elles font. Et vous contribuez à faire d'Internet un espace de création, de liberté et d'indépendance. Ils sont 4 en France, 4 amoureux de la musique et d'un instrument en particulier, le hautbois. Un instrument à la pratique complexe, à la sonorité enchanteresse, principalement dédié d'ailleurs à la musique baroque, mais un instrument aussi très long à fabriquer. Les plus grands compositeurs ont écrit pour lui, je pense notamment à Albinoni, Handel, Vivaldi bien sûr, et puis plus récemment Ennio Morricone pour le thème Gabriel's Oboe du film Mission de Roland Joffé, mais il y a eu aussi John Williams qui l'utilise beaucoup dans ses thèmes, notamment les thèmes de Star Wars. Rencontre avec un facteur de hautbois, d'Amilly, Pascal Emery. Pascal Emery, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre atelier à Amilly. Vous êtes facteur de hautbois. Tout à fait. Quel est le déclic qui fait que, un jour comme ça, vous vous retrouvez à cette place ? Alors le déclic, ça n'a pas été de vouloir fabriquer des hautbois au départ. J'avais 17 ans, je cherchais à ce moment-là plutôt la fabrication d'instruments à cordes. Je jouais de la guitare classique et j'étais intéressé par trouver un luthier pour entrer en apprentissage. J'habitais Paris et je n'en ai pas trouvé. Et vraiment par hasard, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tiens, il y a un luthier à Joinville-le-Pont. Il y a eu un contrat d'apprentissage qui a été cassé. Donc si ça t'intéresse, vas-y. J'y suis allé. Et puis il m'a pris à l'essai pour fabriquer les clés, la mécanique du hautbois. Donc toutes ces petites pièces qui sont ajustées sur un corps pour pouvoir jouer d'un instrument. Ça m'a plu. Je suis resté, j'ai pas terminé, j'étais en première, je l'ai pas terminé. Je suis resté et puis ça c'était en 74. Et depuis, j'ai évolué dans ce travail-là en faisant des clés pendant une dizaine d'années. Puis voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à gérer une entreprise. Les clés, c'est toute la mécanique de l'instrument. On appelle les clés, c'est chaque pièce qui va permettre de pouvoir boucher ou déboucher un trou, qui vont permettre de jouer, de pouvoir jouer toutes les notes. Et il faut imaginer que sur un hautbois, il y a des trous pour faire chaque note. Comme sur un piano, vous avez les touches blanches qui vous donnent do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et puis vous avez les touches noires qui vont donner les demi-tons. Donc chaque trou permet de faire ces notes. Donc comme il y a beaucoup de trous, et que l'on n'a que 9 doigts, c'est ça. Parce qu'il y a un doigt qui doit rester fixe pour pouvoir tenir l'instrument, et il faut qu'avec ces 9 doigts, le musicien donc il faut que le mécanisme aide à boucher les trous pour pallier notre manque de doigts. Il y a 23 trous, 9 doigts, donc il faut une mécanique. Vous avez appris sur le tas en fait.
Complètement. À l'époque, c'était de l'apprentissage tel que l'on ne peut plus le pratiquer. C'est-à-dire on signait un contrat chez un artisan qui nous apprenait le métier. Comme on n'était pas payé cher, il pouvait passer du temps à nous apprendre. Et on pouvait faire des pièces, rater des pièces, ça n'avait pas tellement d'importance. Et au bout de 2 ans, on commençait à vraiment rentrer dans la production et on avait un salaire à ce moment-là d'ouvrier. Comme vous êtes intarissable, on va parler de cet instrument qui est de toute façon magnifique. Déjà, la vue est superbe. Il y a plusieurs hautbois comme il y a plusieurs violons. Il y en a plusieurs aussi. Un oboïste va pouvoir jouer de 4 instruments. Celui qui joue du Le oboïste, c'est celui qui joue du hautbois. Il va jouer, et il apprend au départ à jouer du hautbois. C'est l'instrument de base. Et après, quand il se dit qu'il va devenir professionnel ou étudier pour devenir professionnel, il va jouer le second instrument qu'il va jouer, c'est le cor anglais. Alors le cor anglais, c'est le même instrument, mais en beaucoup plus grand. Donc il est plus grave, vu qu'il est plus grand. Et c'est le même doigté. C'est-à-dire que quand le musicien lit un do sur la partition, que ce soit un hautbois ou un cor anglais, il va poser les doigts de la même manière. Oui. Sauf que le son qui va sortir, ça sera un do sur le hautbois, et sur le cor anglais, ça sera un fa. Une quinte en dessous. C'est ça. Et puis il va jouer aussi du hautbois d'amour. Alors beaucoup moins joué que le cor anglais et que le hautbois. C'est un très joli nom en plus. Qui vient en fin de compte d'un mot italien, c'est hautbois di amore. Oui. Cet instrument-là est à la tierce en dessous du hautbois. Il a beaucoup moins de partitions écrites pour le hautbois d'amour. Et puis il y a le très grand frère qui est le hautbois baryton. Alors là, on en joue très très peu. On en fabrique 1, 2 par an. Ah oui, en effet, oui. Et les bonnes années. Et il est beaucoup plus grand et lui, il est à l'octave en dessous, c'est-à-dire 8 notes en dessous. Donc quand on joue un do dessus, on obtiendra un do, mais une octave en dessous du hautbois. Je disais dans ma présentation tout à l'heure que le hautbois a été inventé pour la musique baroque. Tout à fait. Alors, tous ces instruments-là étaient des instruments dits de dessus, c'est-à-dire qu'ils jouaient une mélodie plutôt que l'accompagnement, plutôt que les graves. Ils étaient joués à l'extérieur. Et le roi a demandé à son musicien, Louis XIV, a demandé à Lully, je voudrais avoir un hautbois qui joue à l'intérieur. Et pour le jouer à l'intérieur, Lully a créé, voilà, il faut beaucoup moins de puissance. Il a écrit une partition où il y avait du hautbois, et puis il s'est tourné vers un luthier qui était aussi luthier et musicien en lui disant, ben voilà, il faudrait avoir un instrument de cette famille-là à l'intérieur pour jouer à l'intérieur. Et ce musicien luthier a eu l'idée de faire un coussin avec les lèvres pour pincer l'anche, pour adoucir le son. Et à partir de là est né le hautbois. L'anche, c'est ce qui est rajouté ici. Tout à fait. Et c'est ce qui donne de toute façon le vibrato et la qualité musicale à cet instrument. Sans l'anche, impossible d'en jouer. Impossible. Cette anche, effectivement, comme vous disiez, c'est ce qui donne ce timbre très particulier au hautbois, parce qu'on a la vibration en même temps de 2 lamelles de roseau, donc ça donne un petit scintillement à la note. Et c'est ça qui fait la différence, par exemple, un peu fondamentale entre un hautbois et une clarinette. C'est un bel instrument, je pense que la fabrication doit être très complexe. Ça commence déjà par le bois, c'est pas n'importe quel bois. Non, c'est pas n'importe quel bois, c'est de l'ébène du Mozambique. Alors, il n'y a qu'en France où on appelle ça de l'ébène. Et on utilise ce bois-là parce qu'il a des corps gras à l'intérieur. Donc on va pouvoir le travailler, le tourner avec une force centrifuge qui s'exerce sur le morceau de bois assez importante. Avec un bois sec, on aurait des problèmes. Avant d'être en ébène, c'était fabriqué en buis. Donc vous recevez votre bois en parallélépipède, de différentes tailles, enfin de différentes grosseurs j'imagine, et le bois vous ne le travaillez pas tout de suite. On va le travailler qu'en partie, c'est-à-dire qu'on va le rendre cylindrique et le percer à l'intérieur de part en part. Et on va le laisser sécher comme ça. Et il sèche pendant combien de temps? Il va sécher pendant 3 ans. C'est long, c'est très long. C'est long, oui. Quand on a commencé notre entreprise, on a été voir les banques et puis on leur a dit nous on n'a pas beaucoup d'argent, on a envie de fabriquer ça, et quand on a commencé à leur dire voilà, on va acheter du bois mais on commencera à travailler que dans 2 ans, 3 ans
auparavant. Là, ils ont commencé à nous dire, oui, c'est pas très sérieux ça. Ben oui, ils comprennent difficilement. Une fois que le bois s'est reposé, donc asséché, là on commence à vraiment fabriquer l'instrument, donc c'est le tournage. Voilà, le tournage, ça va être déjà de reprendre le trou intérieur, qu'on appelle la perce, tout ce conduit, le rendre conique. Une fois qu'on a ce cône, on va faire toute la forme extérieure et on va faire aussi toutes les parties qui vont permettre d'emboîter les différentes... Il y a combien de parties? Il y en a trois parties? Il y a 3 parties. Le pavillon, corps du bas, corps du haut. Une fois que donc la perce a été faite, que le bois commence à prendre forme, il y a quoi? On perce les trous? On perce tous les trous. Alors il y a tous les trous qui vont donner le son. Il y en a combien des trous? Il y a 23 trous. Et puis il y a tous les trous sur lesquels on va après visser des petites colonnes, qu'on appelle nous des boules parce qu'elles ont le haut est sphérique, et qui vont être vissées. Qui va servir à adapter toute la mécanique? Qui va permettre d'adapter toute la mécanique. Il y a une 60aine de trous comme ça. Tout ça, c'est fait sur une machine à commande numérique à l'heure actuelle, mais je ne sais pas si on la voit, ça c'est l'ancienne machine sur laquelle on faisait tous ces trous-là. Le trou, c'est une note, donc ça doit être quand même un perçage très très précis. Ah oui, oui. Il faut que ça soit précis, parce que suivant si on aura fait un trou plus petit ou un évasement plus important ou un trou plus grand et moins d'évasement, on pourra avoir la même justesse, mais avec un timbre, une couleur de note qui sera différente. Les parties métalliques, vous la fabriquez aussi ici? Oui, oui, oui. On est assez fou pour fabriquer absolument tout sur l'instrument. Donc toute la partie mécanique est faite par les cletiers, c'était mon premier métier. Et puis il va falloir nettoyer toutes ces pièces-là, les rendre les plus lisses possibles, les ajuster les unes par rapport aux autres, les bloquer dans une certaine position. Elles ont sur le même axe des angles différents, toutes ces pièces, qui va permettre de pouvoir faire toute la mécanique. Et une fois qu'on a tout assemblé, on va nettoyer ces pièces-là, ça sera envoyé à l'argenture, donc être plaqué avec de l'argent. Elles vont briller. Voilà, pour qu'elles brillent bien, pour qu'elles soient lisses, et qu'elles durent aussi le plus longtemps possible. Il y a combien de pièces métalliques comme celle-ci dans un instrument? Il y a 48 pièces. Mais si on démonte absolument tout sur un hautbois, si vous séparez tout ce que l'on a assemblé, le moindre petite vis, la moindre petite pièce métallique, le moindre morceau de liège ou tampon, on est à plus de 300 pièces. C'est énorme. Il faut savoir que tout ce mécanisme permet effectivement de boucher les trous là où on n'a pas assez de doigts, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour le faire. Le montage, le polissage, l'argenture, puis une fois que l'instrument est réalisé, il faut le tester. Alors, je dirais que même avant de le tester, il faut le finir. C'est-à-dire que toutes ces pièces qui sont argentées, il va falloir les réajuster parfaitement sur le hautbois. Il va falloir qu'il n'y ait aucun jeu dans la mécanique. Et il va falloir placer tous les tampons. C'est-à-dire que la pièce qui a été faite au clétage, si elle arrive sur l'emplacement, elle ne va pas boucher hermétiquement le trou. Pour que ça bouche hermétiquement le trou, il va falloir mettre des petits disques qui sont en liège, et il va falloir les ajuster parfaitement. Puis à ce moment-là, comme vous disiez, il va y avoir un musicien qui va venir pour essayer les instruments. Chaque instrument est un instrument unique en fait? Oui, forcément, parce que le bois va jamais résonner de la même manière. Chaque morceau de bois est différent. Dans vos clients, vous avez des gens célèbres? Célèbres dans la musique classique? Célèbres dans la musique classique, oui, on en a. On a eu Michel Benet qui a été décédé cette année, mais qui a été le soliste de l'Orchestre de Paris, et avec qui on a mis au point nos instruments, et avec qui on a eu une très forte relation. Jean-Christophe Gaillot, qui était le premier hautbois de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, mais aussi on a dans nos clients M. Wakui, qui est corps anglais solo à la NHK, qui est l'orchestre de la radio japonaise. On a un musicien au Brésil, qui est très, très célèbre au Brésil. Voilà, on a des musiciens dans le monde entier comme ça qui jouent nos instruments. Et en France aussi, des gens qui jouent du corps anglais, du hautbois dans différents orchestres. À propos de musiciens, nous allons maintenant écouter Samuel Bucher, à qui vous avez confié 3 hautbois et qui va jouer dessus maintenant là, pour nous. Oui, tout à fait. Il va pouvoir jouer un hautbois, un bois d'amour, un corps anglais.
On l'écoute? Oui. Nous vous remercions encore de nous avoir accueillis chez vous, dans l'atelier Fossati à Amilly. Merci. Merci. Samuel, merci de nous avoir rejoints. Donc là, si j'ai bien compris, vous avez essayé les 3 hautbois que la société Fossati vous a prêtés spécialement pour nous, en fait, aujourd'hui. Exactement, c'est exactement ça. Hein. Donc 3 hautbois qui sont très très différents, puisque on a le hautbois effectivement donc principal, celui qu'on connaît le plus. Hein. Voilà, et puis donc 2 autres instruments de la famille effectivement du hautbois, qui sont le hautbois d'amour et le cor anglais. C'est des instruments voilà très très riches, chacun avec chacun ses couleurs, sa tessiture et puis son répertoire aussi. Alors vous allez nous jouer 3 titres avec ces 3 instruments différents. Alors j'ai choisi effectivement des pièces qui étaient vraiment maîtresses hein, dans le répertoire, hein, de manière à pouvoir vraiment illustrer tout ce merveilleux travail qui est fait ici. C'est vrai. Donc le hautbois va pouvoir jouer le Gabriel's Hautboy, tiré donc du film Mission, hein, donc de Roland Joffé. Voilà, donc avec exactement. Musique d'Ennio Morricone. Exactement, voilà, musique d'Ennio Morricone, donc une musique vraiment originale et qui vraiment met en scène le hautbois vraiment de manière très très expressive. C'est et donc, un tube, exactement. On peut le dire. Voilà. Alors ce Gabriel's Hautboy pour le hautbois, après pour le hautbois d'amour, oh, là vraiment un tube aussi, hein, c'est le boléro de Ravel. Hein. On sait bien que Ravel a choisi d'illustrer plusieurs instruments pour son magnifique thème, et bien le hautbois d'amour en fait partie et c'est un des rares solos d'orchestre, alors on en profite. Et le cor anglais donc? Et alors le cor anglais, eh bien celui-là, on va pouvoir l'entendre donc dans la symphonie du Nouveau Monde, donc c'est une symphonie d'Anton Dvorak, une musique donc romantique, et donc dans son 2e mouvement, il a prévu au sein de l'orchestre symphonique donc le solo de cor anglais que je vais pouvoir vous interpréter. Eh bien on vous écoute maintenant. Merci.
L'entreprise Fossati est basée à Amilly. Merci pour son accueil et puis merci aussi infiniment à Samuel Bucher. Tiens, à propos de musique, j'aimerais vous parler de ce compositeur-là. Il s'appelle Vladimir Kosma. Il a aussi beaucoup, lui, composé pour le hautbois. Il l'a utilisé dans beaucoup de ses musiques de films. Si je vous dis Rabbi Jacob, La Boum, L'As des As, le Père Noël est une ordure, Diva, Les Compères, enfin bon, Le Grand Blond avec une chaussure noire. Il en a écrit énormément, plusieurs centaines. C'est son histoire, ce sont ses mémoires. Voilà. Ben c'est fini. Merci de nous avoir regardés. Merci infiniment à nos partenaires, c'est très important pour nous. C'est pour ça que j'attire votre attention là-dessus. Merci à nos partenaires, la ville de Gien et le studio Natsam, l'atelier des photographes. Merci aux autres partenaires que vous allez voir sur le générique de fin. Rendez-vous prochainement pour une 6e émission de la Nuit de la culture giennoise. Je le souhaite, je l'espère, peut-être grâce à votre générosité. Ne nous oubliez pas. Bonne année encore à tous et à bientôt. Rencontre avec... Ah mais là j'ai trop regardé le texte, pardon. Cap! C'est pas mal, non? C'est laborieux. C'est laborieux. Bon. Vous l'avez vu. C'est dur. Vous l'avez vu en début d'émission. Bah, faut pas que je me marre quand même. Merci aussi à nos partenaires. C'est très important pour nous. Vous les avez vus en début d'émission. La ville de Gien et le studio Natsan. Natsan. Oh mon Dieu. Ah mais non, mais attends, mais j'ai oublié de passer. Non, mais non, faut que je parle de mon livre là. Oh merde. Alors. Allez. Ça, 1er janvier 1515, j'étais pas loin. Début de l'année 1515. Il est pas prêt tout précis. 1er janvier. Il a bien fêté le début de l'année, lui. Bon. Ah la vie commence bien. Je recommence. Hein. On n'est pas couché. Est-ce que j'ai été clair? Eh bien voilà, ben, merci beaucoup, hein, c'était super. On reviendra. Fin de tournage, ça veut dire binouze? Ça veut dire au moins que je vais boire mon café chaud. Je vais t'en refaire un parce qu'il va être...